quand on vous écoute, en fait, vous parlez plus de système que d'écosystème, donc système politique, système totalitaire, système de prise, qui renvoie à des éléments plutôt rigides, peu réversibles, etc. Et quand vous intégrez la question de la dimension processuelle, émergente ou réversible, justement, de la vie sociale, vous privilégiez des notions comme milieu, forme de vie ou interaction. Alors que ce matin, les présentations présentaient la notion d'écosystème comme intégrant justement une hétérogénéité, une diversité, etc. Et donc, si vous pouviez peut-être rapidement d'abord clarifier votre rapport à la notion. Bon. Non, effectivement, enfin, disons que ça vient peut-être simplement du fait que, personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser le terme d'environnement plus que d'écosystème, sachant qu'un environnement est caractérisé par le fait que l'individu, l'être vivant, si vous voulez, est adapté à son environnement, mais en s'y adaptant, le transforme. Donc, c'est cet ensemble de, voilà, ce qu'on appelle des transactions, en fait, dans le pragmatisme, de transformation mutuelle et idéalement continue, mais même si ça se passe à tout, qu'on appelle un environnement, concept qui est issu de Darwin, en fait, chez Dewey. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise plutôt le terme d'environnement, mais cela dit, écosystème, maintenant, par exemple, j'aime bien la notion de système chez Ferdinand de Saussure, et ça me semble dire un peu la même chose, et en l'occurrence, la langue comme écosystème serait justement définie comme disons, un système de signes sans terme positif, comme il dit. C'est-à-dire que les signes prennent, ont une fonction, ils jouent un rôle dans le discours qui dépend de leur relation avec tous les autres. Donc, de ce point de vue-là. Mais j'ai pas d'a priori défavorable vis-à-vis de la notion d'écosystème. Simplement, c'est vrai que c'est peut-être une histoire d'habitude. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Sur la continuité, en tout cas, c'est quelque chose que je partage tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, les séparations qui sont très souvent d'origine soit administrative, soit rhétorique, militante, même parfois, parce que les causes, elles éliminent, enfin voilà, elles produisent en fait des choses qu'il ne faut pas mettre en avant. Ta critique de Arendt, par exemple, est tout à fait là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des enjeux post-deuxième guerre mondiale qui font que, effectivement, la nature ne peut pas être mise en avant de la même manière, etc. Donc moi ce qui me gêne un peu dans l'écosystème, c'est le côté, justement, tendance à la fermeture que ça peut signifier. Pour qu'il y ait un système, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un ensemble de relations qui soit relativement complet ou qui tend vers la complétude. On n'y croit pas. En plus, depuis Gödel, on sait qu'aucun système formel, en fait, n'est parfaitement clos. Mais bon, comme je fais beaucoup d'informatique par ailleurs, qui était ma deuxième activité, j'ai une méfiance structurelle vis-à-vis de la notion de système. Donc, écosystème, c'est utilisé par des spécialistes, par des professionnels, par des acteurs. Je ne vais pas l'investir particulièrement. Donc, je préfère milieu au pluriel. Et dans le milieu, il y a une notion d'irréductibilité qui me plaît bien. Un milieu, on ne peut jamais le représenter. On n'a jamais fini. On n'en a jamais fini. Parce qu'un milieu, en fait, c'est un système d'échange à toutes les échelles. Ça commence avec les micro-organismes. Hein. On creuse un peu, justement. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, en fait, sous les dalles de la République, parce qu'il y a un problème de pollution persistante dans les sols parisiens qui n'est pas négligeable. Alors, je ne sais pas si les carottes ou je ne sais pas ce qu'ils avaient planté, mais auraient été bio. Voilà. Non, mais il y a tout un monde. Et effectivement, un écosystème, ça renvoie d'ailleurs à la question en fait du point d'entrée dans le système. Alors, ce matin, par exemple, c'était intéressant. Il y avait la notion de selon l'espèce qu'on choisit, on n'a pas le même écosystème, c'est la manière. Alors que milieu, ça fait exister de manière holistique l'ensemble des relations potentielles, mais irréductibles. C'est-à-dire qu'on en découvre toujours de nouvelles. On n'a jamais fini. Et il y a une dimension justement qui heurte. Alors là, je me ferais agresser s'il y a des militants d'attaque ou je sais pas quoi ici. Là, ça m'est déjà arrivé. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Ça reste fair play, mais c'est-à-dire la fameuse théorie du monde fini. Hein. On est dans un monde fini, les ressources sont finies, etc. Donc voilà. Et puis il y a tous les axiomes et les théorèmes qui en donc du coup la fin du pétrole, la fin du machin, etc. Puis on a des conclusions en disant c'est la fin du monde, hein, puis, rapidement. Alors qu'en fait, dès qu'on va dans les milieux, et c'est pour ça que je voulais citer cet ouvrage, j'arrive décidément pas à le citer, à chaque fois que je dis je vais le citer, je ne vais pas le citer. Ça fait 3 fois que je fais le coup, qui s'appelle Emergent Ecologies, qui est par un chercheur anthropologue et écologue australien qui s'appelle Eben Kirksey, je vous le conseille, il est assez récent, et qui justement a construit une collection d'expériences avec d'autres chercheurs et avec des populations locales
de tentatives de sauver des écosystèmes en péril ou inversement d'observer des écosystèmes émergents qui n'étaient pas du tout prévus au programme, dans des zones où justement il n'y avait rien de poussé, où tout était sous stress. Et en fait, il a un panorama assez ouvert, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des cas où vraiment c'était sans espoir et ça repart, des cas où ça a été investi, il y a eu des millions pour sauver des trucs et ça n'a pas marché, des cas en équilibre parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer, par exemple un écotourisme intelligent qui a permis de trouver un juste milieu, etc. Des cas où effectivement il y a une espèce d'équilibre qui se crée du fait d'un usage raisonné des ressources. Et donc il y a toutes sortes de figures. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas clore trop vite. Donc peut-être écosystème, je le vois peut-être, c'est peut-être fautif, hein, mais je le vois un peu comme quelque chose qui va vers système plutôt que vers éco. Voilà. Par rapport à votre point sur la fonction du citoyen dans la ville totalement minéralisée, je trouvais ça intéressant. Et ensuite, vous dites que donc une place démocratique, c'est une place écologique. Et puis vous avez fait référence à votre travail sur Tel Aviv, qui est une des villes les plus vertes du monde. Et du coup, je me demandais, c'est quoi la fonction du citoyen dans la ville verte qu'on nous vend, c'est-à-dire la Smart Green City. Du coup, voilà, c'est quoi la fonction du citoyen là-dedans? Alors, en fait, je dirais que ça n'est pas une fonction du citoyen qui serait uniquement orientée vers l'observation du pouvoir, mais qui serait orientée vers l'autogouvernement. Et donc, c'est cette différence que je voulais faire. Peut-être que ce n'était pas très clair. Mais de fait, l'architecte et l'urbaniste de la ville de Tel Aviv, le grand planificateur, c'est Guedes. Et en fait, il est employé par les Britanniques. On est en 1910-1920. Il va faire les plans de la ville et il a un peu l'idée de la cité jardin de Howard. Voilà. Et par ailleurs de voilà ça. Donc une idée de ville jardin, mais par ailleurs une idée de la citoyenneté et de la sociabilité pré-politique, si on peut dire, c'est-à-dire de cette forme d'inclusion des individus dans un environnement qui, chez les enfants déjà, et c'est vraiment très important, il est obsédé par qu'est-ce qu'on donne aux enfants, quelle chance on leur donne, et donc qui, chez les enfants déjà met à leur disposition des éléments qui vont forger, ou dont l'usage, plus exactement, va forger leur caractère de citoyen. C'est-à-dire l'indépendance. Alors là, on peut retrouver aussi Emerson avec le farmer, ou Jefferson, le citoyen le plus vertueux, c'est le paysan qui cultive la terre, etc. Donc on retrouve cette éducation des choses, pour parler comme Rousseau, donc qui apprend d'abord à compter sur soi, à imaginer des outils, à observer la nature, à être attentif. Tim Ingold, il ne parle que de ça, mais c'est un peu l'idée de Rousseau finalement, l'attention. Mais cette attention, comment intégrer, si vous voulez, cette attention dans finalement quelque chose qui va aboutir finalement à la citoyenneté, à la culture démocratique, sans laquelle la citoyenneté légale, si vous voulez, pourrait vraiment pas exister, ou sans laquelle elle sera très menacée ou très amenuisée. Donc c'est plutôt cet aspect-là. Et alors Guedes, il a plein d'idées là-dessus. Et vraiment, je vous invite à le lire. Et finalement, il est très... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il donne assez peu d'indications sur la construction des bâtiments, mais il donne des principes. Les principes, par exemple, les bâtiments, les immeubles sont... Enfin, c'est tout ce qu'on appelait la ville blanche, cette ville du style international. On dit le Bauhaus. Bon, enfin, c'est pas que le Bauhaus. En fait, c'est une centaine, 120 architectes du monde entier, des réfugiés de l'Europe antisémite qui vont construire Tel Aviv à partir des années 1910, si vous voulez. Mais en même temps, donc, les immeubles sont très différents les uns des autres. Il y a une forte unité quand même. Enfin, voilà. Et c'est intéressant de voir comment ils dialoguent entre eux. Mais donc, il donne peu d'indications et donc le génie, si on peut dire, de chacun de ces architectes va s'exprimer assez librement. Mais par contre, dans les principes, il y a que les immeubles ne sont pas jointifs, qu'ils ne font pas plus de 3 étages et qu'ils donnent directement sur le jardin, qui est une place en même temps. Si vous voulez, la place dans nos villes, si vous voulez, ce à quoi ils s'opposent, le jardin et le square sont séparés. Et d'ailleurs, la place et le square, le jardin public. Donc la place, c'est l'espace masculin par excellence, et le square, c'est l'espace féminin pour les enfants, si vous voulez. Donc c'est comme ça qu'on a conçu nos villes. Mais en fait, lui, il veut que tout ça soit relié. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous avez des solutions comme ça, très concrètes, pour justement adapter,
pour intégrer les individus de telle manière qu'ils accèdent à des formes d'expérience libre, d'indépendance, de libre association. C'est ce qu'on appelle les communs aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire le fait d'avoir des choses en commun qui sont gouvernées en commun. Puisqu'on n'aurait pas de choses en commun si on n'était pas capable de les gouverner, de les administrer en commun. Et donc le jardin public, c'est justement cet espace où ça prend le gouvernement, d'une certaine façon. J'ai été frappé que je me trompe peut-être, mais que dans l'analyse des systèmes sociologiques, donc pas écosystèmes, tu bases essentiellement sur les frictions, les points d'opposition. Et ça me fait un peu penser, par analogie, à la vision historique des écosystèmes basée sur la très mauvaise interprétation du darwinisme où la compétition domine. Alors qu'on sait aujourd'hui que les écosystèmes naturels, ce qui est le principal driver de leur fonctionnement, c'est le mutualisme et la symbiose. Donc je m'interrogeais sur la place du mutualisme et de la symbiose dans les systèmes sociologiques, et notamment en lien à cette gestion des écosystèmes naturels ou de la nature dans ces systèmes. Oui, non, c'est une bonne remarque, mais il y a deux choses à dire. Déjà, c'est que l'entrée par les controverses, c'est essentiellement d'abord une stratégie méthodologique. C'est-à-dire pour ne précisément pas choisir des objets sur lesquels on aurait, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, une option doctrinaire, idéologique ou même théorique préalable. Regardez qu'est-ce qui pousse des acteurs à argumenter, à défendre une cause, à la porter très loin, etc. C'est quand même un point. Et si on prend le deuxième niveau, c'est que toute controverse fait apparaître des mondes qui précisément réinstituent des formes de partage, de coopération, de collaboration nécessaires entre les acteurs, ne serait-ce que pour une des dimensions centrales, parce que là j'ai absolument pas parlé de ça. Ce matin le terme citizen science est apparu. Moi je travaille à fond là-dessus depuis des années. C'est-à-dire que l'enquête, le processus d'enquête, en fait très rapidement fait apparaître des formes de solidarité, de mise en commun, de partage, de collaboration, de coopération, tout ce qu'on veut, tous ces termes valués positivement et qui sont généralement opposés à conflit. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça se passe sans friction. Et donc il y a un processus de construction, de prise commune dans toute controverse de long cours. Un exemple rapide, la bagarre des OGM, qui a duré quand même en France 20 ans, a fait émerger le réseau Semences Paysannes. Le réseau Semences Paysannes, que je connais bien, en 2003 se constitue comme association, comme réseau et se donne une forme de gouvernement. À partir d'expériences qui avaient lieu de manière plus ou moins cachée, tacite dans les interstices de la vie paysanne, et tout à coup utilise des formes politiques émergentes un peu partout, qui vont du logiciel libre jusqu'aux questions des communs, en passant par justement les phalanstères, les formes de coopératives, où les paysans, au fond, renouent avec des traditions d'échange de semences, sans passer par les dispositifs réglementaires, sous contrôle évidemment largement de l'industrie, de l'agro-industrie, qui a pris le contrôle sur les semences. Donc là, on a typiquement un exemple d'un acteur qui va devenir en même temps un acteur de la controverse, mais qui va faire valoir des pratiques d'échange et qui vont se justifier publiquement comme des actions pour une biodiversité cultivée. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est pas la biodiversité en soi, c'est pas justement un type de pratique professionnelle qui défendrait ses intérêts coopératifs, c'est lié précisément dans un même mouvement défense de la biodiversité et diversité des cultures et des formes par l'échange. Et donc allez voir tout ce qu'a produit le réseau Semences Paysannes, qui aujourd'hui a fait des petits, s'est retrouvé lié à d'autres acteurs. Aujourd'hui, à la limite, ce que fait Alternativa, qui est aujourd'hui un peu le fédérateur de toutes ces causes, etc., c'est un peu un héritage. Alors il y a des frictions, parce qu'il y a toujours des gens qui voient dans la montée en puissance d'un mouvement une déformation de... Donc, le problème, c'est le niveau et l'échelle où la coopération est jouable pour les acteurs. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a des cas où les acteurs arrivent à fédérer leur savoir, à travailler ensemble et à partager des informations, des expériences, des formes de vie, etc. Et des cas où c'est un peu une compétition qui émerge, une lutte, un peu comme l'histoire de la gauche française, quoi. Bon, je rigole. C'est-à-dire qu'en fait, l'union de la gauche est toujours une espèce de fantasme. Vous savez, il y a toujours une lutte pour finalement imposer une vision hégémonique. Donc, c'est les deux mouvements tout le temps. Simplement, la part visible et invisible change
selon les configurations. Et c'est vrai qu'en 2003, José Bové est en prison. Et il y a un moment opportun, un kairos, comme on dit, pour faire apparaître une autre forme dépersonnalisée justement de lutte. Et ça va être aussi l'émergence des faucheurs volontaires qui vont venir de la ville et où une chaîne citoyenne va se construire pour justement désingulariser la lutte d'un syndicat paysan, la Confédération paysanne essentiellement, qui était elle-même reliée à des syndicats internationaux, via Campesina, des trucs comme ça, et pour justement engager les gens des villes dans le combat contre les OGM. Donc il y a, voilà, des transformations se font sur les deux plans.